Je vais venir aujourd'hui bien vous parler de l'école inclusive à travers notamment l'inclusion des élèves non-nageurs et non-nageuses en EPS, mais pas que. Je vais vous parler aussi des nageurs et des nageuses, vous allez voir. Une autre manière de faire la classe, et surtout à travers peut-être la conception d'un parcours que je vais illustrer à travers la natation, qui peut être une solution à l'inclusion. Alors, avant toute chose, je voulais m'autoriser des petits propos liminaires d'un enseignant d'éducation prioritaire. À travers quoi? À travers le filtre de 4 points, c'est-à-dire qui inclure, comment inclure. On a eu beaucoup de propositions, on a écouté beaucoup de choses sur ça ce matin, et en écho à ce qu'a pu dire Amael aussi tout à l'heure, parmi qui inclure, c'est une chose très importante je pense, et enfin, grâce à qui, quoi, inclure. Je vais commencer par le premier point, qui inclure. Alors, on a vu, et on a beaucoup entendu de choses, sur le qui inclure. Alors pourquoi? Parce que c'est évidemment la porte d'entrée principale, en écho à la vision humaniste qui nous réunit tous aujourd'hui. Dans l'école républicaine, on sait très bien, on l'a entendu et vu tout à l'heure, que c'est souvent à coup de loi que cette inclusion est posée comme condition. Et malheureusement, concrètement sur le terrain, on l'a aussi entendu plusieurs fois, elle se confronte au quotidien aux moyens de la faire, de bien réaliser. Ça aboutit à un problème que moi je constate depuis 25 ans, c'est que tous les élèves ne peuvent pas concrètement être correctement inclus. Je pourrais par exemple aller juste regarder les seuls exemples que j'ai été pioché dans ma semaine dernière de cours. Alors par exemple, dans mon établissement, les élèves du LIS ne sont pas comptabilisés dans les effectifs. Ça pose des problèmes énormes. On a passé plus d'1 heure syndicale à travailler tous ensemble sur la place et le statut de nos AESH dans l'établissement. Je suis intervenu en natation en primaire la semaine dernière. J'ai eu la chance de voir arriver un petit élève hémiplégique en poussette. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fauteuil roulant qui lui permet d'aller à l'école. Et puis je ne vous parle pas bien sûr des problématiques pour échanger avec les jeunes Ukrainiens que l'on accueille en ce moment. Voilà, des petits exemples juste par rapport à la semaine dernière. Alors évidemment, si on s'intéresse au qui inclure, peut-être que paradoxalement, il faudrait prêter, une attention toute particulière aux exclus. Et là, concrètement, et une fois de plus en écho à ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, le contexte établissement, il joue très très fortement. Alors, que ce soit à cause des caractéristiques de la population, c'est-à-dire de quels exclus parle-t-on, et tous les enseignants qui sont ici présents et qui ont exercé en REP voient très bien de quoi je parle, tout autant bien sûr que la politique d'établissement qui est menée par rapport à l'inclusion. Et là, c'est pareil, on a entendu plein de choses, et il y a des grandes variables, on va dire. Alors, vous avez bien compris que les exclus dans mon établissement REP, ils sont très très nombreux. Ils sont encore plus nombreux si on va sur une définition large, et c'est celle que j'ai déjà entendue toute la journée, ça me fait plaisir, sur une vision large et élargie de ce qu'est l'inclusion. Je vous donne un exemple. Dans mes classes en éducation prioritaire, l'intello, celui qu'on appelle l'intello, vous savez, cet élève qui ne veut pas avoir de trop bonnes notes, parce que c'est pas bien vu, c'est mal vu. Eh bien l'intello, est-ce que finalement il n'est pas tout aussi exclu que mon élève en fauteuil roulant? Ça peut poser des questions. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on essayait de... Alors vous la connaissez, cette courbe de Gauss, tous ceux qui enseignent, ils connaissent ça. C'est un peu comme si on avait notre belle courbe de Gauss avec d'un côté les apprentissages que l'on cherche à faire acquérir à nos élèves, de l'autre côté le nombre d'élèves qui sont concernés. Au milieu de tout ça, on a un beau projet républicain de l'école inclusive qui sous-entendrait que l'école inclusive, ça va de tout là-bas jusqu'à tout là-bas. Ça, c'est le projet républicain. Moi, concrètement, ce que je vis au quotidien, dans mon travail, c'est pas tout à fait ça. Ça se confronte un petit peu à ma réalité d'enseignant. Pourquoi? Parce que mon boulot, quelque part, tous les jours, c'est d'enseigner. Et évidemment, j'aimerais faire au programme. Alors, les programmes, ils sont plutôt prévus, on va dire, pour la grosse majorité, pour ceux qui sont au milieu, voilà. Avec les élèves, une fois que je leur propose mes ateliers, mes situations, je vais chercher à différencier. À la fois pour ceux qui sont en difficulté, je vais un petit peu simplifier. Pour ceux qui vont très très bien, je vais évidemment un petit peu complexifier. Ensuite, évidemment, je vais m'atteler à prendre en considération les cas un petit peu singuliers, les cas particuliers, et là, je vais être sur de l'individualisation. Une fois de plus, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et très honnêtement, moi, qu'est-ce que j'observe aujourd'hui quand je regarde un petit peu les pratiques professionnelles? C'est que quelque part, le inclure dans les enseignants, pour les enseignants concrètement sur le terrain, ça concerne ceux qui sont tout là-bas. Et un petit peu aussi ceux qui sont tout à fait de l'autre côté, notamment si vous accueillez dans la classe des élèves surdoués, des HPI ou des HPE. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer, je vous parlais tout à l'heure d'une autre façon de faire la classe, peut-être une autre façon d'envisager un parcours à travers 2 façons de travailler.
Tout d'abord un projet qui s'appelle Phobie 360 pour les élèves non nageurs. Vous allez voir une entrée originale et puis ensuite ce que, au sein du groupe EPIC que j'ai la chance de piloter, nous pouvons éventuellement proposer. Et là, vous allez voir que c'est assez peut-être audacieux d'aller parler d'évaluation quand on parle d'exclusion. Qu'est-ce qu'il y a de plus excluant aujourd'hui que ce délicieux moment où on va devoir évaluer nos élèves? Alors, je vous ai parlé du qui inclure, le comment inclure. On a écouté énormément de propositions, tout simplement pourquoi? Parce que le comment inclure, il est appelé naturellement après le qui inclure. En ce qui concerne le comment inclure, je rejoins ce qu'a dit Amael tout à l'heure et d'autres intervenants. Pour moi, on a beaucoup aujourd'hui d'espaces de mutualisation qui existent. Pourquoi des espaces de mutualisation? Parce que personnellement, en tant que formateur, moi je pense que former tous les enseignants à inclure, c'est tout simplement impossible. On peut les sensibiliser, les collègues, à inclure, oui. Mais les former, pour moi, ça me paraît très compliqué. Pourquoi? Parce que chaque élève à inclure est singulier. On l'a entendu plusieurs fois, ça, aujourd'hui. Et chaque environnement dans lequel on va chercher à l'inclure, qu'on va chercher à construire, est tout autant singulier. Et là, il y a un vrai problème en termes de formation. Donc sensibiliser, oui, former, ça va être plus compliqué. Je vais donc faire comme tout le monde, je vais essayer de vous proposer un témoignage de format d'inclusion qui fonctionne pas trop mal dans mon établissement. Ensuite, mon approche d'enseignant, elle me force à répondre à la question comment inclure, j'ai envie de vous dire, du moins mal possible. Le moins mal possible. Pourquoi? Parce que inclure, c'est une véritable compétence professionnelle, à part entière et entièrement à part. C'est une définition que j'ai inventée moi-même. C'est pas vrai, bien sûr. Alors, cette compétence professionnelle, moi c'est ce que j'observe depuis 25 ans que j'enseigne, elle se construit. On ne peut pas exiger de tout le monde d'être fort sur cette compétence d'inclusion. Il va falloir pour qu'une inclusion elle soit réussie et qu'on ne soit pas dans un temps qui pourrait s'apparenter à de la garderie. Pourquoi? Parce que si on le fait mal, et c'est une fois de plus quelque chose qui a été dit tout à l'heure, si on inclut mal, on crée un véritable sentiment d'exclusion, à la fois pour les élèves qu'on cherche à inclure, mais n'oublions pas aussi pour les enseignants qui vont rater cette mission. Je reparlerai de ces petits échecs tout à l'heure. Enfin, ma petite expérience, elle m'a montré quoi? Elle m'a montré que pour construire cette compétence au comment inclure, eh bien ça se fait souvent en explorant. Pourquoi? Parce que si on cherche à inclure ceux qui, entre guillemets, ne rentrent pas, j'ai bien mis normalité entre guillemets, dans la normalité, eh bien il va falloir aussi accepter de sortir de la normalité pédagogique. Il va falloir aller chercher, créer de nouvelles choses. Et moi je pense qu'il y a des vraies pistes par rapport à ça. Alors je m'autorise une petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, je suis pas encore titulaire, je suis jeune enseignant de PS, et je me retrouve dans une classe avec un tiers de classe qui sont des élèves sourds malentendants. Je suis en tennis de table, je suis dans une petite pièce, une petite salle, 15 tables, 30 gamins, ça fait un bruit de folie. Et à chaque fois que je lance, mais surtout quand j'arrête à chaque fois mes situations, eh bien mes élèves sourds, malheureusement, ils continuent à jouer, ils n'entendent rien évidemment de ce que je suis en train de faire. Ça crée des tensions dans la classe avec les autres élèves, etc. Alors j'échange avec eux, je discute, je prends un petit peu le temps, et ces élèves m'expliquent qu'évidemment, ils ne m'entendent pas dire stop, ils ne m'entendent pas non plus siffler quand c'est stop. Et par contre, en échangeant avec eux, je découvre qu'ils entendent, ils ressentent, par exemple, les vibrations de la musique. Qu'est-ce que j'ai fait à la leçon après? J'ai tenté un truc, j'ai décidé que pour lancer les situations, j'allais mettre de la musique, je suis venu avec mon enceinte, et pour arrêter les situations, j'allais arrêter la musique. Croyez-le ou pas, non seulement ça a bien sûr permis à mes petits élèves sourds là, de fonctionner tout à fait comme les autres dans la classe, mais il s'avère que ça a généré au sein de la classe une diminution mais notable du volume sonore, ce qui a fait que ça je l'ai gardé. Un petit exemple très bête, mais ça je l'ai gardé. Il s'avère qu'aujourd'hui, 25 ans après, quand j'enseigne encore le tennis de table, je continue à utiliser de la musique. Comme quoi, on pourrait dire que c'est une citation, mais que l'innovation est une invention qui a réussi. Si on a entendu pas mal de choses sur le qui et le comment, moi j'aimerais porter votre attention sur le parmi qui doit-on inclure. Alors le parmi qui, est-ce qu'on s'intéresse tout autant au parmi qui on va inclure nos élèves à besoins particuliers? Moi je pense que non. Et c'est peut-être un petit peu choquant de dire ça. Mais pour qu'une inclusion soit réussie, bien sûr, il faut que l'élève à inclure gagne quelque chose, mais il faut que les élèves aussi parmi qui on inclut soient gagnants. Et là, pour moi, il y a une limite que je constate, enfin deux limites, j'ai envie de dire, que moi je constate au quotidien. La première limite, c'est quand il y a des problèmes de sécurité.
Voilà, j'ai Jeffrey, par exemple, qui a 2 semaines non-nageur, qui est un élève bègue et qui a déclenché 5 bagarres dans les vestiaires. Un petit exemple parmi d'autres. Donc, il y a des problèmes de sécurité. Je prends vraiment sécurité au sens large, hein, physique, psychologique ou autre. Et aussi lorsque le collectif est remis en cause. Ça peut aussi donc ça peut interroger, en tout cas, ça doit être questionné, cette exclusion par rapport à ces limites-là. Autre chose, j'en reviens à mon établissement, donc sur le parmi qui on inclut. Ça mérite d'être analysé. Par exemple, moi, je constate que dans mon établissement, la liste des élèves à inclure, elle est galopante, à la fois qualitativement parlant, c'est-à-dire que j'observe une multiplicité et une combinaison des besoins particuliers. J'ai par exemple cette année en charge un élève qui est Ulysse, hémiplégique, bègue, déficient cognitif et acrophobe en escalade. Il y a aussi une évolution galopante quantitativement parlant. Je vous donne une dernière petite anecdote. Quand moi j'ai commencé à bosser, je suis jeune prof principal, voilà, je suis en Seine-Saint-Denis, pas très loin d'ici. Et pour me souvenir au début de chaque leçon des élèves à inclure, qu'est-ce que je fais? Je mets une petite pastille de couleur sur mes élèves à inclure, pour qu'à chaque appel, j'ai une attention particulière et je me souvienne qu'il faut relancer des choses bien particulières pour ces élèves-là. J'ai gardé ce principe. Hein. Vous verriez ma liste d'appels aujourd'hui. J'ai 25 élèves, j'ai 20 pastilles, j'ai des couleurs différentes, bref, j'ai un joli paquet de M&M's. Et c'est ça mon travail à moi aujourd'hui. Et ça questionne aussi, parce que est-ce qu'il n'y a pas un renversement dans des établissements comme le mien du rapport entre les élèves à inclure, des élèves donc, qui sont exclus par rapport au reste de la classe? Eh bien, tous les enseignants d'éducation prioritaire qui peuvent écouter ça va leur parler. Ils entendent bien qu'il y a un aspect situé et singulier dans chaque inclusion. Et ça renvoie à ce que j'ai proposé tout à l'heure. Enfin, la dernière chose, inclure grâce à qui et grâce à quoi? Pour moi, je pense qu'une inclusion qui fonctionne, en tout cas de mon point de vue, hein, tout d'abord, c'est grâce à un travail en équipe. Une équipe qui collabore, qui mutualise et qui communique. Alors, je viens me présenter ici devant vous, mais je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour les gens avec qui je travaille, et je les salue évidemment. Pourquoi? Parce que j'ai toujours observé qu'une inclusion qui réussit, c'est une réussite collective. Véritablement. Ça ne peut pas s'envisager tout seul. Inversement, lorsque cette inclusion elle échoue, elle reste souvent ressentie comme des échecs individuels. Véritablement. Et l'enseignant qui n'arrive pas à inclure des élèves, cet échec-là, il le ramène aussi chez lui ce soir. Et moi, j'ai aussi envie d'avoir une pensée pour les enseignants. Pour moi, une inclusion qui réussit, elle réussit grâce à quoi? Grâce à des professionnels compétents. On ne peut pas demander à n'importe qui de faire n'importe quoi. Attention aux chevaliers blancs, parce qu'on peut être paré de toutes les bonnes intentions du monde, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Enfin, autre chose très importante pour que ça réussisse à mes yeux, il faut une vraie volonté des personnes ciblées. Et là, vous allez voir que dans ce que je vous propose tout à l'heure, ces élèves qui ont peur de l'eau, il y a un véritable paradoxe. Il y a peu de gens qui ont autant envie de réussir que d'eux, et pourtant, il y a peu de gens qui sont aussi bloqués que ces élèves-là par leurs émotions primaires. Au cœur de tout cela, pour moi, une relation de confiance. Alors bien sûr, entre tous les gens qui travaillent à ces inclusions et les élèves, mais au quotidien, entre l'élève et les enseignants. Et vous verrez que cette notion de confiance, elle est centrale pour les phobiques. Alors, on y va. Une petite citation avant de basculer que j'adore. Amis enseignants, de tout ordre. Et on avance vers une première proposition que je vais vous faire. Alors, je vais d'abord vous parler de ce que l'on fait avec nos élèves non-nageurs et non-nageuses, à travers notamment l'illustration d'un projet qui s'appelle Phobie 360. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous le présenter en utilisant les filtres que je vous ai présentés là. Qui, comment, parmi qui et grâce à qui ou quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Phobie 360? C'est de chercher à inclure tous les non-nageurs. Quand je dis tous les non-nageurs, c'est que nous recevons au sein de ce projet non-nageur tous les élèves non-nageurs de l'établissement. J'ai avec moi mes Ulysses, mes SECPA, mes 10, mes UPE2A, mes élèves handicapés, mes élèves difficiles, etc. Parmi tous ces élèves-là, qu'est-ce que nous avons observé en analysant annuellement notre projet? On a analysé que l'intégralité des enfants qui traversent notre parcours de formation, on a un énorme projet natation, on travaille avec les collègues de CP, de CE, de CM, eh bien, les élèves qui passent par notre projet, tous arrivent à valider la SSN, qui est devenue la SNS. Tous, sauf les élèves qui, initialement, ont peur de l'eau. Et ça nous a amené à complètement revisiter, re-questionner voilà, notre façon de travailler. Pourquoi? Parce que ces élèves qui ont peur, ce sont les exclus. Vous savez, 75% des élèves valident la SNS. 75%, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 25% quand même
Sont-ils des sacrifiés? On peut s'interroger. Donc ces élèves exclus, pourquoi sont-ils exclus pour moi? Parce qu'un non-nageur, il est avant tout exclu scolairement. Il ne faut pas oublier que c'est un non quelque chose. Et ce sont souvent en plus des élèves qui sont en difficulté ou en échec scolaire. Un non-nageur, il est exclu socialement, parce que bien sûr, il est exclu aux yeux des autres, dans un environnement comme le mien qui est déjà multistigmatisé, mais en plus, il ne faut pas oublier que ne pas savoir nager, c'est un handicap tout au long de la vie. Et les élèves qui sont non-nageurs aujourd'hui seront les parents qui seront non-nageurs demain. C'est une exclusion qui est aussi sociétale. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le poids des noyades est très, très, très important dans les décès dans cette classe d'âge de nos collégiens. Culturellement, c'est une exclusion. Pourquoi? Parce qu'en France, la peur est considérée comme une fatalité. Tu as peur des araignées, tant pis pour toi, tu as été marqué du sceau de la malchance. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, dans les cités dans lesquelles nous travaillons, la peur est une faiblesse. C'est une exclusion territoriale, puisque moi j'enseigne dans un établissement qui est au bord de la mer, mais dans un département, mer et montagne, où les risques sont plus élevés encore qu'ailleurs. Et enfin, c'est très injuste comme exclusion. Pourquoi? Parce que quand on analyse via des questionnaires, pour voir un petit peu quelle est l'histoire de ces élèves, pourquoi ils ne savent pas nager, quand je les récupère en 6e, eh bien on se rend compte que dans les causalités, c'est majoritairement des causalités externes. Voilà, ce sont des traumatismes vus ou vécus, des traumatismes transmis des fois par les parents, des problèmes de coûts sociaux, etc. De fait, eh bien, nous nous sommes intéressés à ces élèves qui ont peur de l'eau. On a découvert qu'il y avait 3 types de phobogènes qui faisaient qu'ils avaient peur de l'eau. Ils ont peur d'avaler de l'eau et de mourir noyés, on appelle ça les abutophobes. Ils ont peur de couler au fond. Vous savez, le mythe de l'enfouissement et de rester tout au fond parce qu'ils ne maîtrisent pas les propriétés du milieu. Ce sont nos aquaphobes. Et ils ont peur de la faune et de la flore. Ce sont les thalassophobes. Eh bien, ces élèves-là, nous allons, à travers ce que je vous propose là, essayer de les inclure en réussissant le même test que les autres. C'est une piste. Il y a une autre activité aussi dans notre programmation où on retrouve les mêmes problèmes. C'est bien sûr l'escalade, avec les acrophobes, vous savez, le vertige. Voilà, mais je ne vous présenterai pas tout ça aujourd'hui. Comment les inclure, ces élèves? Eh bien, nous avons mis en place un process en 3 étapes. Comment nous fonctionnons? Nous rentrons par les émotions. C'est-à-dire que la première étape, elle ne se passera pas dans la piscine, elle va se passer sous les douches. Ces douches qui sont des sas sanitaires vont devenir des espaces pédagogiques. La douche, elle est chaude, c'est moi qui la déclenche quand j'en ai envie. Et on va aller travailler avec des contenants. On s'est inspiré, après son autorisation bien sûr, des travaux d'Hélène Pignol, du groupe Plaisir, qui a proposé des choses intéressantes par rapport à ça, que l'on a retravaillé pour les non-nageurs. Et donc on va, sous la douche, aller casser les représentations nos phobiques, que ce soit les abutophobes, les aquaphobes ou les thalassophobes, en nous appuyant sur des choses dans une logique de compétence qu'ils savent déjà faire, notamment toutes ces ablutions que l'on fait tous les jours en se lavant les dents, en se douchant, en se lavant la tête ou autre. On utilise des contenants un petit peu bizarres et variés, on utilise des mugs en plastique, on utilise des bassines, on utilise des arrosoirs avec des tubes dans lesquels on va pouvoir souffler, aspirer l'eau et reconstruire des tas de choses. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de notre process, on va utiliser 2 outils privilégiés qui ont disparu, l'air de rien, des piscines ou qui n'y sont peut-être jamais entrés. Le premier, c'est le tuba. Le tuba, pour des élèves qui sont abutophobes, quel merveilleux engin pour apprendre à maîtriser les flux et les échanges respiratoires. Le deuxième truc, c'est le masque scaphandre. Certains connaissent probablement, inventé par Decathlon. Et là, pareil, nous avons échangé avec les ingénieurs de Decathlon, avons eu leur autorisation. Donc, on utilise ces masques, voilà, pour travailler et casser tout ce qui relève de l'aquaphobie et de la thalassophobie. En 3e temps arrive, donc, et c'est le cœur de notre objet d'étude, des masques de réalité virtuelle que nous allons utiliser avec des vidéos 360. Nous allons filmer sous l'eau, dans la piscine tout d'abord, puis en espace naturel, etc. Et les élèves vont vivre des charges émotionnelles de plus en plus fortes, en respectant des principes qui fonctionnent avec de la réalité virtuelle. Ça s'appelle la théorie par exposition à la réalité virtuelle. On a beaucoup de chance, le CNRS qui travaille là-dessus est à Aix-Marseille, juste à côté de chez nous. Eh bien, nous gardons les mêmes principes, mais en lieu et place de la réalité virtuelle, nous utilisons de la vidéo 360. Tellement moins cher et tellement plus simple à monter. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes compétences par rapport à ça. Voilà les 2 outils qu'on utilise. Les masques, on utilise aussi des smartphones, vous allez voir, avec des supports de smartphones. De laquelle manière? Il y a 5 ans, nous avons commencé avec des casques tels qu'ils existaient à l'époque. Ce sont des casques filaires,
l'ordinateur à côté, et en fonction des phobogènes de l'enfant partait sur tel type de vidéo. Tu as peur des algues et des poissons, eh bien tu vas commencer avec une première vidéo dans la piscine où on a incrusté des faux poissons, des fausses algues, puis ensuite en milieu naturel et ainsi de suite. Je vous l'ai dit, on travaille aussi dans l'eau, puisque plus de sens sont mobilisés, plus le sentiment d'immersion sera fort. Donc on travaille dans l'eau avec des smartphones IP67-68 qui risquent rien quand ils tombent dans l'eau, et des supports de smartphones pour voir les mêmes vidéos. Enfin, très récemment, on travaille avec les derniers outils, et là, il y a des masques aujourd'hui totalement autonomes. C'est comme un petit ordinateur embarqué, hein, c'est comme un smartphone devant les yeux si vous voulez. On enregistre nos vidéos dessus, il suffit de lancer le lecteur, même les élèves savent le faire, et vous pouvez aller vous confronter à des stress progressifs avec ces outils-là. On a construit tout un organigramme que nous avions présenté au PNF en juin dernier, tout un organigramme avec nos vidéos en fonction des phobogènes, tu passeras par telle vidéo. Voilà. Les élèves vont passer entre 2 et 3 pour les élèves qui ont peur, et 4-5 fois pour les élèves qui sont phobiques sur ces vidéos, avec des résultats que nous avons été recueillir avec 2 années de recherche-action, voilà, et qui montrent que les élèves du groupe test qui ont utilisé ce process-là, eh bien à la fin, non seulement ne sont plus phobiques, on ne fait pas disparaître la peur, il ne faut pas que la peur disparaisse, hein. Attention, on a besoin d'avoir peur, mais on fait juste redescendre le curseur de phobie à peur, ou alors pour les gens qui ont peur, de peur à anxiété, pour leur permettre de se confronter au milieu et d'apprendre à nager, de réenclencher les apprentissages. Rien de magique, mais en tout cas des résultats très positifs, aussi sur le nombre de validations de la SSN. Et on a de la chance, comme ce projet fonctionne bien, pour les 3 prochaines années, on bascule dans un LEA, c'est-à-dire de la recherche un peu plus expérimentale, on va dire, en tout cas sur cet objet d'étude-là. Parmi qui inclure? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, un peu à la façon des SECPA, bien sûr que nos non-nageurs, on les regroupe entre eux au début, ça va tout à fait dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, mais une fois que la SNS a été validée, eh bien, les élèves retournent dans leur classe. Grâce à qui cela fonctionne? Bien sûr, grâce à des équipes, je vous l'ai dit tout à l'heure, de professionnels, l'équipe d'EPS, tout le monde travaille et participe à ce projet, l'équipe Phobie 360, l'équipe des MNS qui sont parties prenantes, qui nous ont proposé des idées pour faire monter les curseurs de stress dans l'eau, par exemple, et puis bien sûr l'équipe du réseau. Voilà. Ça fonctionne aussi grâce à des élèves qui nous font confiance, grâce à notre approche sur les émotions. Imaginez donc que des élèves avec qui on va travailler sur quelque chose de tellement intime que des peurs profondes. Mais imaginez bien que quand avec eux on avance sur ça, ces élèves-là, après, en termes de confiance, ils nous suivent jusqu'au bout du monde. Et ça a un vrai impact sur, bien sûr, le climat en EPS, mais aussi sur le climat dans l'établissement. Je vous ai parlé de l'inclusion très rapidement, vous m'excusez bien sûr, que nous proposions pour nos non-nageurs et nos non-nageuses. Je vais maintenant aborder avec vous comment nous travaillons avec nos élèves nageurs et nageuses. Souvenez-vous, une vision élargie de ce qu'est l'inclusion. À travers notamment les propositions du groupe EPIC. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est un groupe ressources qui travaille sur l'évaluation et qui utilise des indicateurs de compétences. Eh bien, vous allez voir que quand on réfléchit à comment évaluer, on a peut-être là aussi des pistes pour inclure l'intégralité des élèves dans un dispositif et un parcours. Toujours pareil, le même cadre de lecture que je vais vous proposer. Alors, comment on peut inclure grâce à EPIC? C'est simple. Qui inclure? Tous les élèves nageurs, cette fois-ci, mais par contre d'un territoire de France parmi les plus risqués par rapport à la noyade. Qu'est-ce qui m'autorise à vous dire ça? Eh bien, c'est très simple. Tous les élèves de cycle 3 sont tous égaux face au danger et constituent une population à risque. On pourrait croire que les élèves issus peut-être de milieux plus favorisés sont moins exposés que des élèves de milieux défavorisés qui n'apprennent pas à nager. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque lié à la surexposition à tous les types de milieux aquatiques possibles, chez par exemple les populations les plus aisées. J'habite au bord de la mer, j'ai une piscine privée, je vais à la rivière, au lac qui est dans l'arrière-pays, je vais faire du canyoning, je vais à Aqualand qui est juste à côté. Donc vous voyez bien que là aussi il y a des risques. Alors pourquoi cette population elle est toute particulièrement à risque? Eh bien quand on regarde ce que dit Santé publique France à travers les rapports noyades successifs, je vous ai mis quelques petites illustrations sur lesquelles vous pourrez aller zoomer si vous reprenez ce précis. Eh bien il y a des enseignements à tirer. Le premier enseignement, c'est que l'accidentologie et la mortalité sont âge dépendants. Par exemple, au cycle 3, les élèves se noient, ont des accidents parce qu'ils ne savent pas nager, ou alors surtout parce qu'ils ne savent pas s'adapter.
au milieu naturel. On va y revenir. Pourquoi? Parce que l'accidentologie, la mortalité, elle est aussi géodépendante. Les Alpes-Maritimes, la région PACA, c'est la numéro 1 en France sur les noyades, la numéro 2 sur les mortalités. Et ensuite, l'accidentologie et la mortalité, ils sont locus dépendants. C'est-à-dire que là où on a le plus d'accidents, c'est avant tout en pleine mer. Avant, en deux, les piscines privées, bien sûr cours d'eau, plans d'eau, parcs aquatiques, etc. Qu'est-ce dire? Qu'est-ce dire? C'est comment se fait-il qu'on apprend à nager à nos élèves dans des piscines, alors que là où ils ont des accidents et là où ils meurent, c'est en pleine mer? Ça doit nous questionner, nous, les enseignants de PS. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, Valoris Golfe-Jean, ville côtière, risque bien sûr quantitatif, à cause de la multiplicité des accès aux espaces aquatiques, tout autant que qualitatif, puisque nous accueillons une majorité aussi d'élèves qui sont en grande difficulté sociale. Nous avons donc retravaillé le savoir nager. Il a été repensé. On a proposé en 2017 une publication qui s'appelle Le Nageur. On a volontairement, bien sûr, mis un S à nageur pour que les gens s'intéressent sur le fait de c'est quoi savoir nager. Peut-être pas une seule vision des choses. La nôtre, elle est la suivante. Excusez-moi, elle est la suivante. C'est qu'il y a 7 façons différentes, chez nous, en tout cas, pour répondre au contexte du territoire, 7 façons de savoir nager. Comment tout ça se met en place et comment on va placer au cœur des apprentissages une évaluation par indicateur de compétences qui va permettre d'inclure tout le monde. Voilà comment nous bossons. Je vous l'ai dit, 7 façons de savoir nager. Le premier bloc de travail, vous allez voir qu'on bosse par bloc, le premier bloc de travail, c'est bien sûr le savoir nager dans sa définition nationale. Elle est nécessaire, elle est culture commune. Mais nous l'avons aussi fait évoluer en proposant juste après, en bloc 2 de travail, à la fois une forme de pratique, et donc l'évaluation qui va avec, puisque c'est chez nous la porte d'entrée, qui serait plutôt pour une logique piscine, on va dire, pour des gens qui ne sont pas au fait de ce que sont les champs d'apprentissage 1, ou alors, mais aussi, combinés obligatoirement à une autre logique qui serait une logique de pleine nature. Et donc les élèves, ils vont travailler par bloc, ils vont avoir leurs évaluations et dans cette logique de CA1 et dans cette logique de CAE et CA2, et tant qu'ils n'auront pas validé la compétence, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas soit vert clair, soit vert foncé, dans les 2 formes de pratique, ils n'avancent pas dans leur bloc. Ils n'avancent pas dans le bloc. Si par contre ils y arrivent, ils vont avancer au bloc suivant. Donc en bloc 2, on va travailler le nager vite et les entrées dans l'eau. En bloc 3, on va travailler le nager long et le nager sous l'eau. En bloc 4, on va travailler le sauvetage collectif avec des scénarios improbables qui arrivent et on va travailler sur un vrai test panique. Voilà comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que cela nous a apporté comme enseignement du point de vue de l'inclusion? Depuis avant ce projet-là, dès 2015, nous avions déjà analysé notre projet. Et déjà en 2015, on avait observé une chose dans un article que nous avions publié, c'est que lorsque l'on travaille par compétences, eh bien, dans des activités de CA1 où souvent les jeunes filles sont les exclues, on ne va pas se mentir, eh bien, dans les activités de CA1, si vous travaillez par compétences, nous on a observé quoi en natation? C'est qu'à la fois sur le nager vite et à la fois sur le nager long, nos jeunes filles ont de meilleurs résultats sans aucun barème adapté que les garçons, parce qu'on bosse par compétences, et que dans les compétences, il y a et du moteur, et du méthodologique, et du social. Et chacun y va, garçons et filles, avec ce qu'il a dans sa valise, ses lignes de force, ses lignes de faille. Et ça change tout. Et il n'y a plus besoin de faire de barème différencié. L'autre chose qu'on a observé depuis qu'on travaille comme ça, c'est que, je vous ai dit, nous avons un public majoritairement en difficulté, mais nous avons aussi quelques élèves des hauteurs de Valoris que nous accueillons qui sont un public très très favorisé. Voilà. Eh bien, on s'est rendu compte que les activités de CA1 étaient plutôt favorables aux élèves les plus scolaires, alors que, inversement, les activités de CA2, où il y a plus de vertige, il y a plus de défis, étaient bien plus intéressantes pour des élèves qui rentraient moins dans les cadres scolaires. Et ça aussi, c'est peut-être une façon d'inclure. Je vais maintenant rentrer dans les exemples, à vrai dire, très précis. C'est quoi un indicateur? C'est cette histoire-là, c'est-à-dire c'est une façon d'obtenir un score. Alors là, par exemple, l'indicateur que je vous propose, c'est un indicateur où il y a 4 entrées dans l'eau, et chacune des entrées dans l'eau peut apporter 1, 2, 3 ou 4 points, plus un point de bonus. C'est le 4 x 4 plus 1. Mais vous connaissez très probablement des indicateurs type 1, 10, 100, 1000, ou alors d'autres indicateurs plutôt visuels. Là, je vous en propose un qui est combinatoire. Eh bien, les élèves, dans une tâche complexe, vont fonctionner sans enseignant,
vont se co-évaluer les uns les autres, vont ressortir avec des scores, et grâce à ces scores, ils vont pouvoir aller voir quoi? Grâce à une lecture horizontale, ils vont pouvoir, grâce aux empans que nous fixons, les portes d'entrée, portes de sortie, ils vont pouvoir savoir, sans l'enseignant, où est-ce qu'ils en sont dans la compétence. Ça permet tout de suite de se positionner et de savoir qui je suis, comment je travaille. Autre chose, quand on a une lecture par contre qui est verticale, eh bien c'est là qu'il y a une vraie inclusion qui se met en place. Pourquoi? Parce que pour accéder par exemple à ce score de 15, il n'y a pas une seule façon d'y arriver. Il y a des chemins différents et variés pour arriver à un même niveau de compétence. Et c'est ça qui est fondamental en termes d'inclusion. Pourquoi? Parce que cette lecture verticale, elle va me permettre de faire état de mon chemin à moi, mon cheminement à moi. Je vous l'ai dit, ce sont des tâches complexes. On travaille donc obligatoirement avec ce que chez EPIC nous appelons le fil bleu méthodologique. Il doit y avoir quelque chose qui fasse la preuve dans la compétence de la dimension méthodologique, tout autant que quelque chose qui fait la preuve du moteur, tout autant quelque chose qui fait la preuve de la dimension sociale de la compétence. Et là, pareil, des chemins divers et variés s'ouvrent, car certes, on peut avoir une dimension où on est un peu plus fort et une autre où on est un peu moins. Eh bien, vous avez là des portes d'entrée ensuite pour des tâches simples, des tâches d'apprentissage. Et une fois de plus, ça donne du sens à l'élève, parce que l'élève, c'est en fonction de son parcours à lui qu'on va lui proposer des tâches d'apprentissage, elles prennent du sens. Et chacun dans sa différence, que ce soit mon élève de SECPA, on utilise ces outils avec nos élèves de SECPA, du lycée. Alors bien sûr, on les adapte, mais le chemin, il est tout aussi intéressant à aller explorer avec eux. Pour chaque indicateur, il y a obligatoirement un dispositif qui est proposé. Et pareil, dans ce dispositif, qui est un dispositif d'apprentissage et d'évaluation qui est révélateur de la compétence, eh bien, il y a un truc fondamental, c'est qu'on ne peut pas faire sans les autres. Et là, pareil, ça ouvre tout plein de nouvelles portes et de nouvelles dimensions. On travaille avec ces indicateurs, comme je vous le montre là en natation, mais je suis dans un collège d'application, on travaille ainsi avec l'intégralité de toutes les activités, ce qui nous permet donc d'avoir une évaluation qui est adaptée, c'est-à-dire que nous constituons les portes d'entrée et portes de sortie par rapport à nos élèves, tous nos élèves. Elle est adaptable, ça veut dire que peut-être que toi, le point 100, ce sera certaines choses, et toi, à côté, le point 100, ce sera quelque chose de différent. On peut jouer sur ces indicateurs pour s'adapter au public. On peut construire progressivement. On verra aujourd'hui que les points 1, les points 10 et les points 100 la prochaine fois. Voilà, il y a une vraie perméabilité, adaptabilité. Elle est ciblée et située puisqu'elle dépend bien sûr de notre environnement. Vous avez vu que les savoirs nager dépendent de mon territoire. Elle est située car elle dépend des élèves qu'on accueille chez nous. Elle est légitime parce que nous fixons les attendus en fonction de ce que les gamins vont faire chez nous et en fonction du nombre de leçons qu'on leur propose. On n'est pas sur un modèle sportif, on est sur qu'est-ce que tu es capable de produire en 10 heures, par exemple, dans cette activité-là. Et ça devient un vrai moteur pour tous les élèves de l'établissement, quel qu'il soit. Parmi qui, j'ai envie de vous dire, parmi chaque élève, tout d'abord vis-à-vis de lui-même, c'est mon chemin que je découvre. Il n'y a plus de tricherie sur les scores, etc. Ces scores, si tu triches avec les scores, tu triches avec ce que tu es en train de faire révéler chez ton copain. C'est plus des évaluations, c'est quelque chose qui complètement est bouleversé en termes de sens et de valeur. Et surtout parmi les autres, je vous l'ai dit, parce que cette façon de travailler, et là je tisse des ponts avec mes collègues du groupe Plaisir, avec mes collègues du groupe Coopération, c'est que s'il n'y a pas les autres, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment toute une façon de reconsidérer l'évaluation. Grâce à qui ça fonctionne, je vous l'ai dit, grâce à une équipe de PS où tout le monde a accepté d'embrayer. Nous sommes 7 enseignants, nous travaillons tous les 7 avec ces outils-là pour toutes les activités. Bien sûr, grâce au groupe ressources qui nous aide, puisque je vous parle de ce qui se fait dans mon établissement REP, mais le groupe EPIC produit de l'école à l'université. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est porteur de sens et d'utilité de l'évaluation. Et l'évaluation, qui est pourtant quelque chose de tellement excluant, peut devenir, si on y réfléchit, on prend le temps de se mettre à table pour en discuter, peut-être quelque chose qui favorise l'inclusion. Vous connaissez cette formule, dis-moi comment tu évalues, je te dirai comment tu enseignes. Eh bien aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire, dis-moi comment tu évalues, je te dirai comment tu enseignes, et aussi comment tu inclus. Voilà, pour celles et ceux qui sont un peu plus intéressés par Phobie 360, je vous mets ici un petit QR code, vous scannez ça et vous pourrez accéder à nos vidéos, que vous pourrez utiliser peut-être en classe. Pour celles et ceux qui sont un peu plus intéressés par ce que produit le groupe EPIC, je vous invite
à aller regarder ce que nous avons produit dans, bien sûr, nos articles, mais aussi notre ouvrage. Voilà. Je vais maintenant passer au petit temps de questions-réponses s'il y en a, et je vous remercie pour votre attention.